Donc, pour ceux qui me connaissent, c'est Eudexus. Et moi, je prends plusieurs casquettes, mais principalement, je suis toujours exportatrice. J'ai été vice-présidente de la FICOPAM, la Fédération des industries de la conserve végétale, on va dire, au Maroc. Et l'export, c'est quelque chose qui me passionne et quelque chose qui me tient à cœur. Et Hassan pourra le dire et d'autres personnes, moi je suis toujours pour une compétitivité de l'export, une durabilité de l'export et de revoir à chaque fois nos façons dont on exporte. Effectivement, l'État a mis en place plusieurs systèmes pour essayer d'encourager les exportations. Il y a aussi les fédérations qui travaillent ensemble. Il y a beaucoup d'intelligence collective qu'on essaie de mettre en place et de recadrer à travers des textes de loi. Mais plus, il y a des incitations sur un point, il y a d'autres secteurs qui sont on va dire, qui sont impactés positivement ou négativement. Mais maintenant, au niveau de la région, on a essayé d'identifier les secteurs porteurs de la région en termes d'export et aujourd'hui, on va parler de principalement 3. Donc, l'agroalimentaire, le textile et habillement et l'offshoring qui est les services. Donc, on a 2 types d'exportation, les exportations de biens et les exportations de services. Je voudrais donner la parole à Mustafa pour donner les règles du jeu. Et ensuite, je reprends la parole pour poser quelques questions. Très bien, magnifique. Merci beaucoup, Houda. Justement, c'est les règles du jeu. On est dans un atelier d'innovation, créativité. Et donc là, l'objectif, c'est d'être le plus ouvert, le plus créatif possible. Alors, on va organiser ces workshops selon 3 grandes étapes. Première étape, c'est l'étape où on va identifier les problématiques liées à la crise et notamment dans les 2 services qui sont liés à l'export, donc les biens et les services. Donc, identifier les problématiques, bien sûr, avec vos interventions. Deuxième étape, c'est qu'on va reformuler ces problématiques en challenge. Autrement dit, comment pourrait-on dépasser telle problématique? Et puis, dernièrement, c'est, on va dire, l'émergence des solutions les plus créatives, les plus intéressantes. Donc là, vous allez proposer le maximum de solutions pour répondre à ce challenge. Donc, 3 grandes étapes. La première, c'est identifier les problématiques liées à l'export des biens et des services. Deuxième, comment ces problématiques, on peut les orienter par une question orientée solution. Donc, comment pourrait-on améliorer ce challenge et bien sûr, apporter ces solutions. À toi, Houda, merci beaucoup. Super. Donc, on est 30 participants, on va dire 28 participants. On va se donner 15 minutes pour faire un tour de table en 30 secondes. Je voudrais que vous répondiez par rapport à votre secteur d'activité. Quelles sont les transformations sur votre secteur d'activité qu'il faut opérer rapidement? Hassan. Je pense que l'exercice n'est pas facile parce que pour décider qu'est-ce qu'on va faire, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui se passera demain. Et aujourd'hui, très franchement, je pense que si on doit faire quelque chose, si tu me demandes une seule chose, c'est développer notre agilité. Et je m'explique, c'est de pouvoir répondre à des segments de marché différents d'une manière quasi instantanée et avec une efficacité relativement pareille. Pour résumer, donner un exemple, si on a, pour une raison ou une autre, le marché des ménagères qui se développe au détriment de celui de la restauration hors foyer ou vice-versa, il faut que notre agilité, notre capacité à répondre soit quasiment la même. Voilà. Super. Donc, Hamza. Je suis totalement part dans la question de l'agilité. Je l'ai dit lors de la première intervention dans ce hackathon, que l'heure actuellement est à la solidarité et que demain, en pré-Covid, ça va être à l'agilité. Donc là, je pense que c'est la recette gagnante. Par rapport à notre cas, personnellement, notre activité étant tournée à 100% à l'export, une des stratégies
qu'on est en train de penser, c'est de travailler sur des marchés où on n'a jamais été, comme l'Afrique, qui reste pour nous un marché qui est complètement nouveau et qui reste à aller prospecter. Et aussi, ça va paraître bizarre, le marché local. Donc, à 99%, on était concentré dans notre zone de confort, hein, sur l'export. Le marché local, on n'a jamais voulu nous y intéresser ni nous immiscer pour des questions que tout le monde connaît, liées principalement au recouvrement, aux problématiques liées vraiment aux échanges avec les autres opérateurs économiques qui sont généralement un peu compliqués. Et donc, on s'est dit, bon, en restant dans notre zone de confort, à l'export, avec l'office d'échange qui nous sécurise nos recouvrements en quelque sorte, en lettres de crédit et autres. Et là, aujourd'hui, on est obligé de revoir cette stratégie, de dire que peut-être demain, il faudra penser à travailler aussi sur le marché local, parce qu'on ne sait pas ce qui va en devenir sur tout ce qui est barrière de protection et ce qui va en devenir par rapport aux complications sur l'export en général. Merci Hamza, qui voudrait prendre la parole. Il y a Jalal Arhali. Allez. Oui, bonjour. Rebonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Alors, rebonjour. Je me représente, Jalal Arhali de TCR Engineering, qui est une boîte d'ingénierie en aéronautique automobile, en mécanique, en génie mécanique en général. Nous, notre service est destiné à l'export à 100%. Pour cela, je pense qu'il y a à faire du côté institutionnel pour aider les entreprises exportatrices dans le domaine des services. C'est que là, actuellement, on se tourne vers la production locale. Et qui dit production locale, il faut se relayer sur un investissement très lourd en termes de machines performantes, en termes de licences de logiciels qui coûtent les yeux de la tête. Et dans ce sens, la principale et la majeure problématique liée à ce revirement, à ce Maroc d'industrie d'après Covid-19, ça serait vraiment le moment de saisir l'opportunité et d'investir lourdement pour supporter les PME ou les startups dans le domaine. Quand je dis investir lourdement, maintenant les États profitent de la situation pour renforcer leur entreprises, petites et moyennes entreprises locales, en injectant des milliards à l'abri du commerce et des règles de commerce international. Je pense que le Maroc devrait en faire pareil et vraiment investir lourdement avec les moyens qu'il peut, bien sûr. On ne peut pas tout avoir, mais au moins aider les startups qui vont être la base de ce nouveau départ industriel en termes de s'approprier les technologies et le matériel nécessaire pour pouvoir répondre aux nouveaux défis. Voilà. Jalal, merci beaucoup pour votre intervention. Je voudrais à ce niveau-là partager avec vous un article que j'ai lu hier par rapport à professeur Rammel qui avait développé l'antibiotique à base de plantes aromatiques et médicinales purement marocains et qui voulait principalement le commercialiser au Maroc et le faire au Maroc et le produire au Maroc pour qu'il fasse dans cette optique marocaine. À titre d'aujourd'hui, 5 ans après, il n'arrive toujours pas à trouver un preneur. Donc maintenant, est-ce que le Marocain industriel, il est preneur de risque ou il est un suiveur de carnet de commandes à l'international? C'est aussi une question qu'on va se poser. Si je peux juste parler avec ma casquette de WEPIC, la société que j'ai fondée, ça fait quelques années et que je co-gère avec mon associé David Sapiro. Je ne sais pas s'il est là pour m'aider à formuler la chose. C'est vrai lui, il est venu, ça fait 2 ans ou 2 ans et demi, mais il m'a trouvé dans cette paresse de travailler avec le marché étranger sans nécessairement réfléchir comment je pouvais travailler avec le marché local.
Et quand je dis paresse, c'est que je ne devais pas nécessairement gérer des challenges de pricing ou des challenges de paiement, comme le disait Hamza, ou même des challenges de connaissance, parce que quand le marché il est en connaissance et il rédige des cahiers des charges, ce n'est pas comme quand il ne le fait pas. Donc aujourd'hui, je découvre au fait, moi en tant qu'exportateur de services, que je suis un peu, je subis le tort de cette paresse-là et qu'il fallait quelque part que je m'en préserve et que je sache aussi multiplier mes tirs. Et que, en effet, vous voyez, quand l'épidémie ou la pandémie a été déclarée, je regardais les témoins par pays et j'attendais de voir qu'est-ce qui allait se passer éventuellement en France. Si, par exemple, mon client il était en Italie, j'aurais souffert, je pense, très, très vite et de manière extrêmement difficile. Par contre, le fait d'avoir mon client en France, bon, on a un peu de chance, c'est un client structuré, coté en bourse, etc. Ça nous permet d'avoir une certaine visibilité et tout. Mais multiplier les vecteurs, multiplier les possibilités avec d'autres marchés et éventuellement tutoyer le marché local, ça fait partie des enseignements et des challenges qui se posent à nous aujourd'hui. J'aimerais bien que tu nous aides à la fin de cette table ronde à exprimer ce challenge différemment. Voilà, merci. Je vois qu'il y a… C'est Brada. Vous voulez intervenir pour dire ce que vous pensez pour l'export et ce que vous faites de l'export. Utilisez un mute. On ne vous entend pas. Donc, discuter du volet export, moi je rejoins la réunion juste pour écouter un petit peu. Merci beaucoup, Ouda. La Huda, si vous permettez, par rapport à ce que vous avez dit, vous avez donné l'exemple de l'entreprise, bon, la start-up qui a développé un produit qui n'a pas trouvé de fabricant local. Ça, effectivement, c'est ce qui va être mis en place sur la plateforme, je pense, EBF, très prochainement, qui permettrait, c'est un challenge en fait, qui pourra être soumis sur la plateforme EBF juste après ce hackathon, parce que c'est justement ce genre de projets qui sont recherchés. Mais il y a d'autres, on peut aussi retourner l'affaire, et c'est un vécu. J'espère que le fait que cette crise soit là va lever quelques tabous et va lever quelques barrières. Notre entreprise a reçu depuis plus de 12 mois, on recevait 2 ou 3 projets qu'on n'a pas pu lancer. Si vous avez tous entendu parler de ce qui se passe aux États-Unis, au Canada par rapport à la CBD. Donc CBD, c'est l'extrait d'huile de cannabis. On a des projets gigantesques pour commencer à faire des thés aromatisés à la CBD. Bien sûr, quand on dit extrait d'huile de cannabis, on ne parle pas du produit, je dirais, nocif. C'est vraiment l'huile avec les effets actifs. Et là, ce projet-là, malheureusement, on n'a pas pu donner suite parce qu'il n'y a pas de réglementation locale. Et parce que ça va prendre des mois et des mois, même rien que pour soumettre l'idée aux différents ministères et organismes. Alors que, le Maroc peut être un grand producteur de cette huile, et 2, les opérateurs industriels, que ce soit nous, que ce soit demain dans la cosmétique. J'en ai parlé à l'époque avec Simouhi dans le cluster Menara. Beaucoup d'industriels dans la cosmétique reçoivent ce type de demande et veulent développer des produits à base de CBD. Et là, rien que l'ouverture de ce type d'opportunités demain au Maroc peut dynamiser ou bien donner à des opportunités à des secteurs de relancer leurs activités sur des projets qui sont dans le tiroir pour l'instant. Houda, Merci. juste entre parenthèses, je fais partie du conseil d'administration d'un des plus gros labos pharmaceutiques du Maroc. Juste pour expliquer la problématique de lancer un antibiotique. Le marché offre une multitude de produits et pour faire homologuer un antibiotique, il faut minimum 2 ans administrativement.
Et c'est une fois que vous avez développé ce produit, pour l'exporter, chaque pays, c'est 2 ans d'investissement en ce qu'on appelle une AMM, une autorisation de mise sur le marché du produit. Donc, ce n'est pas parce qu'on a trouvé une idée géniale que sur le plan commercial, malheureusement, parce que les labos pharmaceutiques sont aussi des entreprises à but lucratif. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une idée géniale qu'on la met sur le marché, mais seulement si elle répond à un segment de marché qui est inoccupé. S'il y a 10 antibiotiques qui répondent de la même manière, la difficulté, elle est surtout administrative et pour espérer gagner quoi. Juste une petite parenthèse, le secteur pharmaceutique est très compliqué et très réglementé. Alors, peut-être pour résumer, ici, une des barrières à l'export, ça serait la lourdeur administrative. Oui, c'est ce que j'ai noté. Très bien. J'ai noté la lourdeur administrative et la lenteur aussi de la promulgation de lois. On doit partir voir, chaque administration en séparé, il n'y a pas de centralisation pour pouvoir arriver à nos fins. Donc, je reprends l'exemple de Hamza du CBD. Effectivement, c'est vendu sur le marché local, c'est produit sur le marché local et c'est du secteur informel ou des coopératives de produits terroirs. Par contre, et on veut lancer une activité là-dessus. Aujourd'hui, on n'a aucune garantie des autorités ou bien du ministère de l'Industrie ou de celui de la Santé qui nous permettrait de produire et d'exporter avec en conditions. Je pense que c'était aussi le cas pour les États-Unis pour pouvoir accepter plusieurs composantes médicales et la FDA. Et maintenant, on est en Covid. Hein. Donc, il y a une certaine accélération de certaines procédures. Vous savez, on est parti au Maroc 0.0 à Maroc 0.4 assez rapidement en une semaine. Donc, peut-être que c'est le meilleur moment pour demander à ce qu'il y ait une structure, un framework, pour pouvoir soumettre des projets pour avoir des lois. Mais, comme disait Hassan, il faudrait absolument qu'il y ait un marché et une possibilité de commercialisation, ce qui n'y aura pas des freins encore à l'exportation. Donc, je note lourdeur des administratifs j'avais noté quelque chose d'autre sur la partie des services. Je ne sais pas s'il y a plus de personnes sur les services entre nous. Et donc, j'ai noté que certains... Je connais Maya. Madame Houda, il y a M. Khalid qui va prendre la parole. Allez-y, c'est Khalid. Oui, salam alaikum, Madame Houda, c'est Khalid Bounous. Alhamdulillah, merci. Donc, c'est Khalid de MKH Technologies. Donc, je travaille beaucoup sur le développement de l'export des sociétés marocaines vers l'Afrique. Donc, le point, c'est que Marrakech, il est très connu par le tourisme. Il y a beaucoup de touristes qui viennent à Marrakech. La plupart des touristes qui viennent, c'est des chefs d'entreprise, c'est des grandes sociétés industrielles aussi, c'est des grands clients. Par exemple, celui qui a fait le grand mariage à Marrakech, c'était un patron d'une grande chaîne de supermarchés aux États-Unis. Donc nous, on travaille sur le branding Marrakech, ou bien Marrakech 4.0. Donc, pourquoi ne pas le tourisme, le monde entier connaît Marrakech, le tourisme, et les gens ils viennent à Marrakech. Mais quand ils viennent ici, personne n'aille les contacter pour montrer qu'il y a aussi l'industrie agroalimentaire, il y a beaucoup de choses. Ça m'est arrivé avec les touristes chinois. Un jour, c'est dommage, c'était le dernier jour. Le propriétaire, donc un des Chinois, il avait une chaîne de supermarchés en Chine et il importait l'huile d'olive de la Corse. Quand je lui ai parlé de l'huile d'olive marocaine, il était surpris qu'on a une très très bonne qualité d'huile d'olive au Maroc. Donc moi je pense que
Donc, il faut faire le lien entre le tourisme et... Pardon? En général, Est-ce vous que parlez de promotion. Oui, oui. Promotion. Donc, la promotion. Donc, la promotion des exports, quand le client il arrive à Marrakech, donc il vient en tant que touriste, là, on peut, donc, quand il peut découvrir nos sociétés. Là, c'est Khalid Smehlia, mais ce n'est pas d'actualité. Un touriste qui vient à Marrakech, ce n'est pas demain. Ce n'est même pas dans 2 mois, ce n'est même pas dans 3 mois. On parle, l'idée, elle est retenue clairement et on en connaît des choses, nous qui avons nos sociétés au quartier industriel. Les gens, ils viennent, ils ne savent pas à quoi s'attendre, mais ce n'est pas l'actualité. On cherche aujourd'hui les sociétés qui sont dans l'export, comment est-ce qu'elles pourraient exprimer des problématiques communes avec des pistes de solutions communes qu'on pourrait à la fin exprimer comme un challenge et dire aux entrepreneurs qui sont ici, enfin de la table ronde, ou là ceux qui vont venir demain faire la restitution, ou là les autres qui vont venir le lendemain ou là le surlendemain sur la plateforme EBF et qui vont voir le listing des challenges, ils vont lever la main, comme vous avez levé la main pour parler ici, mais eux, ils vont lever la main pour dire j'ai une solution. Mais merci beaucoup pour l'intervention en tout cas. Excusez-moi, j'essaie juste de faire valoir la priorité de la table ronde. Très bien. J'ai noté, moi de mon côté, j'ai noté 5 points. Et maintenant, je vais taquiner le sujet à Houda l'export. C'est vrai que moi, je suis juste Smith of le service. Tu fais de l'export de services. C'est ça, mais je ne connais pas très bien le produit. Et je pose juste cette question un peu taquine, un peu style parasite. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de lancer, comme une sorte de challenge, un défi, des aiguilleurs, les aiguilleurs, les aéroports des avions qui voient les avions qui viennent et qui partent, etc., qui voient de manière extrêmement rapide, à la façon des traders, quelles sont les opportunités pour une city, pour je ne sais pas, les entreprises qui se sont identifiées tout à l'heure qui font de l'export vers d'autres pays. Oui, ça pourrait être aussi, on va dire, c'est un challenge de trouver ces personnes-là qui peuvent repérer quelles sont les tendances sur certains marchés. Vous avez tous parlé de segmentation, d'aller sur de nouveaux marchés que vous ne connaissez pas, quels sont les marchés, comment évaluer le marché. Et maintenant, je pense que la question est comment le faire rapidement. Donc, je pense déjà que les points c'est un peu du ressort de la Chambre du commerce, de toutes les chambres du commerce. Est-ce qu'ils sont là pour faire ça? Ils ont des ressources qui sont là pour faire ça, pour aller pour organiser des rencontres, pour monitorer un peu les opportunités pour les entreprises locales à l'export, faire des échanges. Je ne sais pas, c'est dommage qu'on n'en a pas invité quelqu'un de la Chambre du commerce de Marrakech parce que là, ils pourraient justement, eux, voir comment dynamiser leur travail ou bien le revoir et l'adapter au post-Covid. Comme on a dit, qui est intervenu tout à l'heure, il a dit les touristes Canutégio, c'est des patrons de grosses entreprises, comme tu venais à Marrakech, ils passaient leurs petites vacances et ils ne font pas de business à côté. Et on perdait ces opportunités. Alors là, effectivement, demain, la Chambre du commerce pourrait aller travailler sur ces opportunités, mais il m'a tout faire quand le tourisme reviendra. D'accord. Maintenant, allez, j'ai juste un point que j'aimerais soulever. Là, c'est Hamza, pardon. Oui, Hamza, oui. même si le touriste n'est pas là, et donc il suit les plateformes touristes, donc les plateformes, tout ce qui se passe sur Marrakech. En plus, il y a beaucoup de grands industriels qui habitent à Marrakech, qui ont leur villa à la Palmeraie et tout, qu'on peut approcher. Ce n'est pas juste le touriste qui vient demain ou après-demain. Eh bien, donc là, ça rentre dans le cadre du challenge, c'est justement que nos industriels, il faut qu'ils mettent en avant leurs activités. Demain, même nous, on le disait, on était même des fois, comme ça, fiers de le dire, on n'a pas besoin de communiquer pour travailler. On n'a jamais fait de salon, on n'a jamais fait de publicité. On n'avait pas besoin de communiquer. Peut-être que là, demain, on va être obligé de sortir de notre caverne, d'étaler nos
nos ressources et nos je veux dire, nos savoir-faire de telle manière à ce qu'on puisse être plus visible sur la place et attirer plus d'opportunités. Donc, ça peut être effectivement, donc, mais ça rentre dans le cadre d'actions de communication. Justement, je voudrais creuser sur cette partie de communication. Hamza, tu étais très clair sur la façon dont tu attaquais certains marchés ou que tu commençais à travailler sur ton processus d'achat. Je voudrais savoir, faire un tour de table pour ceux qui sont aussi avec nous pour voir comment est-ce qu'ils voient cette communication changer. Quel est le plus grand challenge sur la communication pour essayer de trouver de nouveaux segments à l'export? Houda, moi, je pense que le Covid, il nous donne une belle opportunité. Je m'explique. Aujourd'hui, la plupart des entreprises ont comme clients des importateurs. Les importateurs vendent à des centrales d'achat probablement. La centrale d'achat vend au magasin. Le magasin, il va chez le consommateur. Et probablement aujourd'hui, nous avons la possibilité d'attaquer un segment de marché qui est directement le consommateur chez lui. Mais à une condition, c'est que nous soyons solidaires parce que personne de nous ne pourra monter un site de e-commerce ou livrer à lui. Par contre, si nous avons une offre Maroc sur un site de e-commerce à l'export, il y a des business models qui sont basés que sur ça. Je connais en cas d'espèce une entreprise en Italie dont le business model est uniquement la vente en e-commerce. Exactement. Donc, ma proposition, c'est avoir une plateforme e-commerce multiproduits sourcée au Maroc et qui peut atteindre le client final n'importe où dans le monde. Bravo. Ouais. Super. Alors, merci beaucoup. J'ai une petite question par rapport à ça, justement. Là, j'entends bien la question logistique, la question de livraison du client final, ou bien tout à l'heure, dans le workshop de tout à l'heure, il y avait la question de la logistique, donc le transport maritime. Donc aujourd'hui, quel défi aujourd'hui le transport maritime peut nous donner pour accélérer, je dirais, l'export? Si je peux me permettre, donc par rapport à ce point, avant d'atteindre le port, il faut y arriver au port. Déjà. Et au Maroc, déjà, on défend notre région. On est là, on est en train de parler de l'export à partir de la région Marrakech-Safi. On n'est pas Marrakech, déjà, ce n'est pas une ville portuaire. Bon, Safi, ce n'est pas un port d'export de marchandises. C'est fait pour le phosphate et d'autres là. Donc, du coup, on est obligé d'aller sur Casablanca ou bien Tanger. L'import ou l'export menant les ports, ça nous coûte déjà en logistique interne au Maroc. Sur des destinations sur l'Europe, par exemple au Portugal, le conteneur, des fois, il nous coûte 600 euros, un 20 pieds. Et le transport, le conteneur Marrakech, le Casa, il va nous coûter 3000 dirhams, 3500 dirhams. Parce que le camion, donc, il va partir, je vais venir vite pour récupérer, ou là, pour récupérer et repartir. Donc, du coup, le coût logistique déjà interne, c'est un challenge intéressant de voir, de trouver des moyens de l'optimiser. L'État, ils avaient commencé à travailler sur un projet de loi qui disait que pour booster l'export et accompagner les entreprises exportatrices qui sont basées à plus de 100 km des ports d'export, donc l'État allait financer, allait subventionner le transport des conteneurs de leur usine vers le port, ou bien de leurs conteneurs qui viennent au port vers leurs usines. Mais le projet de loi n'a jamais pu être appliqué. Maintenant… Hamza, excuse-moi, je te coupe. Ce n'est pas qu'il n'a pas été appliqué. Elle est sortie dans la loi de finances 2018, mais elle n'a jamais été opérationnalisée. Cette loi est sortie dans la loi de finances 2018. Donc voilà, donc j'ai pas rêvé, je l'ai vu quelque part. Donc elle est là. Bon.
Après, peut-être, oui, bon, dans le cadre, parce que je pense qu'il y aura la liste à les doléances. Hein. Tout à l'heure, on a parlé de la doléance sur le SMIC. Il y aura la liste à les doléances qu'on va faire aux autorités après ce hackathon. Donc là, ça peut faire partie de la liste des doléances. On ne parle pas de l'innovation ou là des challenges. Là, ça fait partie des doléances. Des lois, c'est le moment de les sortir. On n'en a jamais eu besoin autant qu'aujourd'hui. Alors que j'ai une autre reformulation de votre problématique par rapport à ça. Nous, maintenant, on parle, pour ce faire, c'est une subvention au transport en interne pour faciliter les exportations. pour optimiser le coût. Pour optimiser le coût. Voilà, Maintenant, un client qui va venir au Maroc pour travailler avec moi, qui est à l'international, quand on parle d'export, c'est un client international qui me passe un... Si moi je suis cher en logistique, il va y réfléchir à 2 fois. Il y a 3 ans, j'ai eu un Français qui avait une usine en Chine qui faisait les packaging, tout ce qui est coffret, donc les coffrets de luxe pour les parfums et tout ça. Il faisait travailler en Chine 3000 personnes. Il voulait faire basculer toute l'usine au Maroc. Le problème d'Yalou, c'était la main-d'œuvre. Donc, il est venu nous voir, il dit, bon, on a de la main-d'œuvre, honnêtement, vous savez gérer donc, de la masse de main-d'œuvre. Bien, on fait le projet ensemble. Il a dit, si vous voulez qu'on le fasse ensemble, on le fait à Marrakech. Et ça nous intéressait parce qu'on utilise ce type de packaging. Quand il a sorti le business plan, il a vu que le coût de transport, puisqu'il va faire de l'emballage volumineux, entre Marrakech et Casa, rien en interne va coûter trop cher et il n'était pas acceptable. Donc, il a décidé d'emmener son usine à Tanger. Et après, donc, l'usine n'a même pas vu le jour à Tanger parce qu'il a eu des soucis avec des partenaires pas sérieux là-bas. Mais pour dire que la problématique du coût de la logistique nationale entre les usines qui sont basées loin des ports d'export et les ports ne n'aide pas à améliorer la compétitivité des exportateurs. On va dire, c'est Hamza, je pense que c'est un sujet qui peut concerner le court terme, le moyen terme et le long terme. Et d'ailleurs, c'est un sujet historique. C'est un sujet que j'ai entendu chez mes amis du cluster. Je vois Omar, je vois Mathilde. Je les salue et je leur demande de prendre la parole activement quand ils le souhaitent et j'aimerais le plus tôt possible. Et l'histoire de tout à l'heure, je parlais d'aiguilleurs, je parlais de traders. Aujourd'hui, il y a une communauté cachée à Marrakech qui s'appelle les dropshippers. Ce sont des petits bonhommes qui se sont frayés ou forgé un business dans le gris qui n'est ni clair ni pas clair et qui savent au fait acheter dans des lieux et vendre dans des lieux sans même pas savoir la valeur de ce qu'ils vendent ou comment est-ce qu'ils le vendent. Aujourd'hui, on a besoin d'un service similaire et d'une pensée similaire et j'aimerais beaucoup que l'un des deux, Mathilde ou là, Abdelrazak, enchaîne dans cette problématique, dans ce sujet-là. Omar? Ouais, est-ce que vous m'écoutez? Ouais, parfaitement. Oui. Ouais, superbe. Donc, je vais parler de mon expérience. Moi, j'ai une entreprise de bougies. 50% de mon activité est à l'export. Et donc, pour développer l'export, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire une représentation fiscale en France. D'accord? Et donc, c'est côté bougie qui facturait à la représentation fiscale. Et j'ai signé avec une plateforme logistique en Europe pour dispatcher vers le client. L'avantage, c'est quoi? C'est que le client reçoit sa marchandise chez lui et il ne s'occupe pas des formalités des douanes, de paiement de TVA, etc. C'est côté bougie Marrakech, à côté bougie représentation fiscale. Ce schéma-là m'a permis d'augmenter l'export de 10% à aujourd'hui plus de 50% de mon activité. Voilà, donc la représentation fiscale, elle permet d'économiser, de faire des économies d'échelle sur le transport et enlever tous les tracas de dédouanement, de paiement TVA autres au client final. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait depuis maintenant 3 ans et ça m'a permis d'augmenter mon chiffre d'affaires considérablement à l'export. Et par rapport à la situation actuelle, quels sont les nouveaux problèmes et éventuellement les nouvelles pistes? Aujourd'hui, j'ai pas de problème à exporter en Europe. Mon seul problème, c'est qu'aujourd'hui, tout est fermé, les boutiques sont fermées, etc. D'où ma réflexion de lancer un e-shop. Et le e-shop, pareil, tout sera stocké dans une plateforme logistique en Europe et le picking se fera directement de la plateforme logistique vers le client final. Rien ne se fera à partir du Maroc. C'est je fabrique, j'envoie à la plateforme logistique et de la plateforme logistique en Europe, il y aura l'enlèvement et la livraison. C'est ça mon schéma. Je pense que cette idée rejoint.
rejoins aussi l'idée de Hassan tout à l'heure, au lieu que ce soit une société qui fasse une représentation fiscale dans un autre pays et fasse travailler avec un e-commerce d'un autre pays, que l'origine Maroc ou l'origine régionale puisse déjà travailler ensemble pour faire du groupage, de vendre en groupé, de mutualiser les quantités, de diversifier les produits et de faire une offre conséquente. Si Merci vous à me Omar. permettez, Ouda, Yes. Vas-y. oui, je veux juste rebondir sur ce point et dire qu'il y a une solution similaire chez Amazon, ce qu'a dit Sir Omar, sur le fait de mettre toute la logistique à l'extérieur de. Si tu permets, Younes, l'idée est de ne pas sortir avec les solutions, de sortir plus avec les challenges que nous avons maintenant, que nous avons adressés en tant que collectif. Donc, il y a des solutions effectivement qui sont disponibles, mais on est plus sur quelles sont les problématiques que nous voyons pour le moment, comment est notre client à l'international, quelles sont ses attentes et comment, en tant que collectif, on peut trouver des pistes d'amélioration. Mathilde? Qui dit? Ouais, tu nous Bonjour. enrichis. Bonjour. Je sais pas. Moi, aujourd'hui, ma problématique, elle est que je ne peux pas passer par une plateforme comme celle que Omar utilise et d'autres comme Chavichik, je crois, parce que je fais du sur-mesure. Et donc, le client, il choisit son produit et je le personnalise et ensuite, je l'expédie. Donc, je suis obligée d'expédier à la pièce et ça, c'est quand même, je me suis mise dans une situation la plus compliquée qui soit, puisqu'effectivement, le coût de l'expédition est énorme à l'unité quand on est sur des pièces un peu grosses, proportionnellement au prix du produit. Donc ça, c'est un problème. Alors moi, je voudrais dire une chose, c'est qu'effectivement, cette situation Covid, pour être positive, je me dis que peut-être elle va nous permettre de faire ce que l'on fait là, c'est-à-dire de prendre le temps, de prendre chacune de nos problématiques que l'on a toujours en permanence toute l'année et qu'on ne prend pas le temps de creuser suffisamment pour pouvoir régler le problème. Donc là, je suis ravie de cette situation, entre guillemets, parce que en revanche, financièrement, c'est très compliqué. J'ai une entreprise qui a 2 ans et demi, donc on commençait à peine à gagner de l'argent et c'était notre saison. Donc là, avec la saison qui est annulée, on ne sait pas du tout de quoi sera fait demain. Et c'est un petit peu compliqué pour nous, mais voilà, effectivement, rebondir sur de l'activité en e-shop, on y réfléchit. On est sollicité encore par nos revendeurs professionnels en Europe. Je ne sais pas si on va pouvoir répondre à cette demande parce que je ne sais pas comment vous fonctionnez. Mais moi, pour produire aujourd'hui, j'ai la matière première que je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer pour pouvoir produire. Donc là, je suis dans une situation en dehors de l'export, mais je pose la question puisqu'on est tous ensemble, de savoir si aujourd'hui, je prends le risque de prendre de nouvelles commandes sans savoir si je vais véritablement pouvoir les produire demain et pouvoir les exporter quand. C'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez des nouvelles commandes? Ça, c'est une de mes questions. Et à quel délai? Et est-ce qu'on a une visibilité là-dessus? Voilà, bon, j'ai plein d'autres choses qui me viennent, mais déjà sur cet aspect-là, sur l'aspect e-shop commun, on en parle depuis très longtemps. Je ne sais pas, pourquoi pas. Je vous dis, nous, notre spécificité, c'est qu'on n'expédiera pas en groupe, je veux dire en masse, puisqu'on fait du sur-mesure, de la demi-mesure, de la déco, de l'artisanat personnalisé. Moi, je peux répondre à la question de l'expédition et de l'export et de notre cas, confrères exportateurs. On continue de recevoir les commandes. On n'a pas le choix. On a une infrastructure qui doit continuer à tourner. Donc, on encourage nos clients à continuer à nous envoyer leurs commandes. Donc, par contre, il faut les honorer. Donc, ce qu'on s'attelle à faire maintenant, comme ce qu'a dit tout à l'heure, c'est de trouver le moyen de garder nos unités
en fonctionnement, en travaillant 2 shifts, 3 shifts pour être compatible avec, avec la demande de la pandémie, d'espacer les chaînes et tout cela. Et on fait face bien sûr à la réduction des effectifs, ceux qui ne veulent pas venir travailler ou ceux qui n'arrivent pas à venir travailler parce qu'il y a le manque de transport. Donc, par rapport au côté technique de l'export, on exporte. C'est-à-dire tout ce qu'on produit aujourd'hui, on produit en ce moment, on organise des enlèvements et ça part. Il y a quelques routes qui sont, quelques, je dirais, séquences qui ont été annulées, mais avec nos transporteurs, on continue à avoir des agendas et des dates de séquences pour pouvoir exporter, que ce soit par conteneur ou par voie maritime, donc même en aérien. Donc il y a toujours des routes ouvertes. En aérien, il n'y a que le DHL aujourd'hui qui est possible. Maintenant, la problématique, c'est le coût. Bien sûr, tous les transporteurs subissent aussi la crise d'une manière ou d'une autre et ils répercutent le coût sur nous. Donc notre stratégie consiste à partager ce coût avec nos clients, parce que ce n'est pas une crise qui touche le Maroc, c'est une crise qui touche tout le monde. Donc, tout le monde est compréhensif. Donc, du coup, on arrive à trouver le moyen de partager le coût supplémentaire ou bien le surcoût. Pour le deuxième point qui est de cette plateforme e-commerce commune, je dirais, c'est un projet qui a été longuement discuté au niveau de la fondation EBF et on y a pas mal travaillé. Et le point bloquant de ce projet, c'était la logistique liée à tout ce qui est livraison de produits en petite quantité. Sur le fret, on fait par conteneur ou par palette, en groupage, il n'y a pas de souci, c'est géré. Mais quand on parle par rapport à votre activité, ou bien demain, moi, je veux, sur ma marque de thé, vendre à la pièce ou bien à l'unité, je ne peux pas me permettre, à part les solutions qui ont été citées, de pouvoir envoyer une palette ou deux à une plateforme spécialisée en Europe. Je ne peux pas vendre sur Internet. Et ce qu'on avait, et ça, c'est le challenge qu'on peut aujourd'hui lister dans le cadre de cette table, c'est de voir comment structurer un dépôt dans l'aéroport de Marrakech qui permettrait d'organiser du fret dédié à tout ce qui est vente e-commerce, d'accord, et de faire tout cela en partenariat avec un opérateur international de transport express comme DHL, UPS ou autres. Aujourd'hui, ils sont sur Casa, ils sont sur Tanger, c'est-à-dire leurs avions, ils arrivent sur Casa, ils arrivent sur Tanger, mais ils n'arrivent pas sur Marrakech. L'aéroport de Marrakech, il est équipé, il y a une zone de fret, mais par contre, tout ce qui est envoi par DHL ou bien envoi UPS, donc part de Casa, donc on perd 24 heures, 48 heures pour que le colis arrive déjà sur Casa, qu'il passe les formalités de douane. Ce n'est pas évident pour nos transitaires de gérer le dossier de douane sur Casa des fois, et surtout sur des petits colis. Et donc, ça rend la vente en ligne ou bien l'opération de vente en ligne impossible, à part la mise en place de cet outil logistique dédié à la vente en ligne et qui doit être structuré sur Marrakech avec des opérateurs locaux. Parfait. Moi, je me rappelle qu'il y avait une intervention par rapport au texte de loi qui régisse l'e-commerce au Maroc qui a été soulevée par, si ma mémoire est bonne, Simouhi, en tant que représentant le Parlement. Mais justement, il faut accélérer un peu les lois. Il faut, on verra. Moi, j'ai noté de revoir la structure de la logistique au niveau du port de Marrakech et aussi les formalités douanières pour que ça puisse arriver. Je redonne la parole à Younes. Younes. Oui, j'avais juste envie d'intervenir sur l'idée de la mise en place d'une plateforme e-commerce commune pour tous ceux qui veulent que ça soit exporté, que ça soit vendre dans le marché local. Mais aujourd'hui, je vois le challenge, il est plutôt intense chez les petites entreprises, c'est-à-dire ceux que Tofek a défini tout à l'heure, les gens qui travaillent sur le dropshipping, et aussi ceux qui ont lancé leur petit projet, que ce soit pour une finalité d'export, que ce soit pour la vente sur le marché local. Et aujourd'hui, sur Marrakech, il ne faut pas oublier que
on est vraiment impacté par la diminution, voire l'incapacité des touristes étrangers justement pour participer dans l'économie locale de Marrakech, et ce qui impacte vraiment le pouvoir d'achat des gens, surtout ceux qui sont intéressés par le marché local. Et donc, faut vraiment penser à une manière à ce que l'économie locale regagne sa santé, et aussi qu'elle puisse rebondir sur cette crise, afin justement de pouvoir parler déjà d'un marché local pour ces gens qui vont rediriger leurs produits d'exportation vers le marché local. Et je vais rebondir sur une autre idée de Sey Hamza, c'est de penser Afrique, mais là j'interpelle une problématique majeure, c'est que déjà le marché en Afrique monopolisé, à part si vous avez des éclaircissements là-dessus, mais je trouve que ces petits porteurs de projets ou bien ces TPE, ils n'auront pas place dans ce marché qui est monopolisé. Ça fait quelques années de cela. Et donc, comment on peut leur permettre aussi d'avoir une partie de cette cake qui est celle du marché de l'Afrique. Younes, toi, tu penses principalement la problématique, c'est qu'il y a des ressources au niveau des TPE qu'il faut mutualiser pour pouvoir donner un peu plus d'élan à l'exportation, vu que l'économie marocaine est un peu en arrêt, on va dire. C'est ça? Moi, oui, mais j'aimerais bien qu'on se focalise sur la région, qu'on se focalise sur le cas surtout de Marrakech, parce qu'on est effectivement lié directement au tourisme, et donc c'est ce qui aggrave les choses pour ce genre d'activité. Super, merci beaucoup Younes. Je vois Mathilde. Oui, allez-y. J'ai une question à propos du transport routier, parce que j'ai eu plusieurs infos différentes. J'ai mon transporteur habituel que je peux même plus appeler, qui me dit qu'il ne travaille pas, et que j'arrête de l'appeler parce que tous ces camions sont bloqués. Et en parallèle, il y a Chronopost qui semble continuer à passer en routier. Donc, est-ce que certains d'entre vous utilisent le transport routier et lesquels? Comment ça fonctionne? Il y a Hamza qui vient d'écrire MLM. Voilà, donc on m'a dit ça, effectivement, on m'en a parlé. C'est le problème, c'est que je vais toujours être dans la même problématique de quantité, non? C'est ça? Sur des transporteurs comme M&M. Donc, ils prennent des groupages, ça veut dire à partir d'une palette, ça part. Donc, le nombre de séquences sont moindres, mais ils prennent des groupages. Ok, super. À mon avis, vu la situation, les plus exigeants demanderont des choses qui sont moindres. Celui qui demandera une palette, il demandera un carton. Celui qui demandera un carton, il demandera une pièce. Parce que le volume étant ce qu'il est de par tout le monde, à mon avis, les choses vont évoluer dans tous les sens. Et comment on explique le fait que certains passent et d'autres non? C'est juste une question de volonté. Moi, j'ai des camions qui ont été bloqués avant le confinement, avant la fermeture. S'ils sont illégaux, s'il n'est pas formel, peut-être qu'il aura des problèmes. Oh, c'était pour te prévenir, Mathilde. Très bien. Moi, je pense que vous êtes... Oui. Juste une seconde, Moustapha. Oui, et moi, je pense que vous êtes en train de raisonner en situation actuelle, avec ce confinement actuel. On voudrait bien se projeter vers l'avenir et voir quelles sont les possibilités, quelles sont les leçons qu'on a
qu'on a eu pendant ce confinement. Quel est l'autre temps de réflexion avec cette problématique? Par exemple, Mathilde, elle a une problématique de transport en petite quantité avec des formats, on va dire, un peu différents. Les TPE locales et régionales qui ne trouvent plus de marché local pour pouvoir écouler leurs marchandises, qui ont besoin de s'adresser à l'export. Et donc, si vous avez d'autres interventions, n'hésitez pas. Mustafa. Très bien. Alors, je voulais 2 points. C'est la question des services, l'export des services. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont dans cette situation-là? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Et aussi, l'export, on le voit plutôt vers l'Europe. Qu'est-ce qu'en est-il pour l'Afrique? Voilà. Et quelles sont aussi les difficultés et les freins que ça peut générer? Philippe, je te vois, tu n'as pas parlé. Mets ton micro. À tous les niveaux, lui. Exactement. Bon, vas-y. Philippe, tu exportes en Afrique, c'est ça? Alors, on a fait partir un container en Côte d'Ivoire la semaine dernière. Non, cette semaine. Non, début de semaine, qui est parti sans aucun souci. Et on a eu un autre container qui est parti en Guinée il y a une dizaine de jours, globalement. Et tout s'est bien passé. C'est en termes de départ, nous on fait la mise à FOB. Donc en termes de transport entre Marrakech et puis Casa, le port, concrètement, ça s'est très bien passé malgré tous les changements en termes de procédure avec la douane, donc qui est maintenant pratiquement totalement dématérialisée. Mais bon, sincèrement, Maken Mouchkil. Voilà. Donc ça, c'est les 2 dernières expériences qu'on a, on va dire, depuis le début du confinement. Et de manière donc très Philippe, pour toi, c'est comme d'hab, il n'y a pas de souci, il n'y a pas vraiment de changements qui se sont opérés pendant cette période. Oui, pardon. Non, aucun problème jusqu'à présent. Juste pour rebondir par rapport aux transporteurs, nous on a dû perdre, je pense, 2 transporteurs ou 3 transporteurs avec qui on avait l'habitude de travailler. Mais actuellement, je pense qu'on travaille toujours avec Voie Express. Donc la Voie Express est toujours opérationnelle puisqu'on est livré tous les jours. Et pour parler également import, cette semaine, on a dû réceptionner au minimum 6 containers d'origine totalement différente. On va dire de plusieurs pays européens, oui, principalement européens, donc à l'import. Et pareil, aucun problème ni dans les procédures douanières, donc ni dans le transport, donc pour les faire venir de Casablanca. Alors, Houda, tu permets, j'aimerais juste insister sur le fait qu'il y a là 2 sujets, 2 opportunités. Celle que j'ai prononcée tout à l'heure sans en être un expert ou connaisseur, c'est qu'en effet, il y a des gens qui n'ont pas cette information que Philippe a et qui ne savent pas donc qu'il y a d'autres issues pour leurs marchandises, même des issues qu'ils ne connaissaient pas auparavant. D'une part. De 2, il y a une petite opportunité business. Philippe m'inspire, mais je m'inspire aussi d'une application que ma société Webpick a développée, ça fait 3 ans pour un client. L'application, elle s'appelait CoTrack et en fait, elle permettait à un transporteur qui allait déjà engager une destination, un itinéraire, de dire voilà, j'ai ça comme volume disponible, qui veut prendre, et enfin j'ai de la place et j'ai de la promotion là-dessus. Je ne parle pas de cette application en elle-même, mais je dis que Philippe qui va dans les produits, le conteneur va de toute façon quelque part au Sénégal, peut-être que Mohsin Barada serait intéressé d'envoyer un peu je sais pas, de ses produits de volaille vers la même destination. Mais il ne le sait pas encore. Et peut-être qu'il y a la place pour une entreprise, pour des consultants qui viennent aider les entrepreneurs qui sont déjà là à faire cet aiguillage. Désolé, je persiste, mais je pense qu'il y a quelque chose, quoi. Pour l'Afrique, bon, moi je te réponds un petit peu directement. Pour l'Afrique, nous on fait que du container complet, donc du full,
que ce soit du 20 pieds ou du 40 pieds. Pour l'Afrique, on va dire 8 fois sur 10, on charge en vrac. Donc vraiment pour optimiser, donc sans palette et donc chargement en vrac, disons, nous, on n'aurait pas possibilité de proposer on va dire de la place, un semblant de place dans des containers au départ de l'Afrique. Alors c'est peut-être pas tout à fait la réponse à faire. Disons, c'est la réalité. Disons, pour nous. Tous les transporteurs proposent des groupages, que ce soit en remorque ou bien en conteneur. Donc eux, ils gèrent ces aspects de groupage. Les transporteurs, c'est leur affaire, c'est leur métier de faire ça, et c'est un service qui est déjà proposé. Maintenant, le challenge, peut-être, serait de créer un comparateur de solutions de logistique et de transport au niveau régional. C'est-à-dire que les transporteurs seraient invités à intégrer des plateformes pour mettre en valeur leurs services et les mettre un peu en concurrence. Donc ça pourrait aider les gens à avoir les meilleures offres. J'ai déjà géré une structure en France, personnellement, quand j'étais étudiant, et j'utilisais une application comme ça qui était disponible à l'époque, qui permettait pour un colis, une palette ou bien 3, donc de mettre en concurrence tous les transporteurs qui étaient sur cette plateforme-là. Et j'arrivais à gagner quelques centaines d'euros sur le même trajet grâce à ce type d'applicatif. Là, ça peut être un challenge qu'on pourrait mettre dans notre liste et qui pourrait être développé par une start-up locale de telle manière à servir les opérateurs. Tous les opérateurs peuvent servir de cet outil-là comme outil de comparaison et pour voir quelles sont les offres disponibles sur la logistique en général à l'international, même national. Mais bon, c'est bien de parler de la logistique. Bon, excusez-moi parce que moi j'ai un petit peu rejoint en cours cette discussion. Je ne sais pas si vous avez évoqué l'aspect commercial, export, depuis 15 jours ou 3 semaines. Moi je suis quelqu'un de très optimiste, hein, mais je peux quand même dire qu'aujourd'hui c'est catastrophique. Alors pourquoi c'est catastrophique? D'une part parce qu'on a de nombreux interlocuteurs qui étaient en déplacement, je parle des acheteurs, qui étaient en déplacement sur un certain nombre de pays, qui se sont retrouvés bloqués. Bon, Hamza, je ne vais pas parler de toi parce que tu n'es pas un de mes clients, mais moi j'ai des clients, un client camerounais, ça fait 3 semaines qu'il est bloqué en Hollande. Et concrètement, voilà, donc j'attends les commandes. Donc commercialement, je donne juste un exemple. Il y a de nombreux exemples. J'ai un Égyptien, pareil, qui devait me passer une commande. Actuellement, il est bloqué, je crois, en Inde. Bon, donc c'est commercialement, actuellement, c'est vraiment catastrophique de faire du business à l'export. Les interlocuteurs ne sont pas là. Comment dire, les décisionnaires repoussent par manque de visibilité, donc ils repoussent les décisions non-stop. Quand on arrive à les joindre, il y a beaucoup de gens en télétravail et donc c'est un petit peu on va dire la facilité de se débarrasser en disant oh là là, bon, on ne sait pas ce qui se passe en ce moment. Et même si on leur dit mais aujourd'hui il faut globalement 8 semaines de fabrication donc pour votre commande, donc au contraire, profitez maintenant, passez les commandes maintenant. Nous, les 2 usines fonctionnent. Actuellement, on n'est pas en 3-8, on est juste en 1-8. Mais je veux dire, concrètement, on travaille tous les jours. Donc même en 1-8, on dépote quand même du container. Et malgré ça... Bon, je comprends tes problématiques actuelles. Donc, ce qu'on essaie de trouver, c'est que est-ce que tu penses que ces problématiques vont être récurrentes et quelles sont les opportunités que tu vois? Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui sont bloquées ailleurs, mais est-ce que le processus de commande peut être amélioré, par exemple? Est-ce que tu trouves des solutions avec certains pour pouvoir te passer je sais pas, je dis n'importe quoi, un calendrier de commande annuel? Oh, mais pas du tout. Actuellement, pas du tout. Dernier exemple en date, lundi début de semaine, on attendait une très belle commande du Liban. Tout était ficelé, le prix, tout était bien. Un contact du Gulf Food, et depuis 2 années, 3 années au Gulf Food. Donc une commande. Et ça, c'est tu sais lundi. Très bien. Je ne sais pas si toujours en ligne. Oui, vas-y.
Oui. Et concrètement, donc lundi, on a eu un simple message sur WhatsApp, alors qu'habituellement, il y avait toujours des échanges en disant on est vraiment désolé, la direction générale, devant le manque de visibilité globale du business, aussi bien au niveau du Liban que sur les pays limitrophes, parce que notre client donc, devait livrer également les pays limitrophes, donc on décidé de suspendre effectivement toute décision pour nous, pour Agrofood Industries, mais également pour d'autres prestataires. Et la directrice des achats était vraiment embêtée parce qu'elle s'était engagée avec nous intellectuellement sur une commande. Mais à aujourd'hui, je pense que c'est malheureusement général. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de martingale. Quand j'ai une martingale ou un truc qui... parce que je pense que même dans nos entreprises, on a tellement peu de visibilité. Nous, aujourd'hui, on a fait rentrer en express de la marchandise importée pour être tranquille jusqu'à fin juillet. Jusqu'à fin juillet. Là, je suis en Justement, autarcie. en parlant de matières premières, il y a Mathilde qui nous envoie sur le chat en disant est-ce qu'il y a d'autres opérateurs qui ont des problèmes d'approvisionnement en matières premières à partir d'autres régions? D'autres régions du Maroc ou d'autres régions du monde? Oui, d'autres régions du Maroc. Oui. Hormis les entreprises qui sont fermées, il y en a de plus en plus. C'est ça. Oui. Simplement, en temps de confinement, il y a les transferts de marchandises sont toujours permis au Maroc entre les villes, mais sous condition d'attestation. L'attestation, moi, quand je la prends, il faut le chauffeur, la CN du chauffeur, l'adresse où il va, la nature de la marchandise qu'il va transporter, il faut tout détailler. Donc, c'est 1 heure au moins chez le Pacha pour pouvoir récupérer l'attestation pour faire un trajet, à part les entreprises, je pense, de type Maroc Express qui ont une sorte d'autorisation un peu ouverte. On veut assurer par nos propres moyens, notre propre camion, il faut une autorisation pour chaque trajet. Donc, en gros, moi, ce que je veux dire, c'est que le secteur industriel exportateur va être très stratégique pour le Maroc lors des prochains mois, disons même années. Après, il y aura la table du tourisme, mais je sais qu'ils travaillent pour apporter des solutions, mais le tourisme ne va pas revenir du jour au lendemain. Ça va prendre du temps, ça va prendre des mois, si vraiment donc, on a de la chance. Donc, le pourvoyeur de devises pour le pays, ça va redevenir numéro 1, l'industrie. Et l'industrie, que ce soit l'export de services ou bien l'export de produits. Donc, à un certain moment, l'autorité, le ministère de l'Industrie, l'État va être obligé de supporter ces entreprises aujourd'hui qui sont dans l'export et éviter leur crash et d'assurer leur sauvetage. Parce qu'une grande partie des structures, si les choses continuent comme ils sont aujourd'hui, ne pourront pas continuer à gérer par leurs propres moyens et assurer la survie de leur structure par leurs propres moyens. Sans un sauvetage à haut niveau de l'État, comme il s'apprête de le faire, je pense, dans quelques semaines pour la RAM, qui n'arrive plus même à payer ses employés. Si tu permets, tu me tends une perche, Hamza, pour aider Houda à boucler la table ronde. Il reste quelques minutes, il reste maximum une petite dizaine de minutes. C'est qu'aujourd'hui, les gens qui font leur métier en export, ils sont globalement, je vais dire, noyés par cette nouvelle situation, par la variabilité des informations tous les jours, où est-ce qu'ils peuvent acheter ou se faire livrer et comment est-ce qu'ils peuvent livrer eux-mêmes, etc., etc. Et nous avons identifié quelques petits points, quelques petits challenges fort intéressants. Tu as parlé éventuellement de comment faire le tracking des livreurs, enfin des chauffeurs éventuellement. Ça, si demain, il y a une petite start-up quelque part qui vient et qui livre cette valeur et qui le fait de telle sorte à ce que, d'une part, l'autorité est là l'équivalent de cette sécurité, en fait, qui est cette personne et d'où est-ce qu'elle est venue et qui l'a mandaté pour transporter. De l'autre côté, il y a l'entrepreneur qui est certain que son livreur, que son chauffeur, il a tout le nécessaire pour passer outre les barrages tant que ça respecte la loi, la juridiction et surtout le challenge sanitaire. Parce que tu parles éventuellement d'un coût
un gros coup de support par l'État, il n'ira jamais à contresens du sanitaire. Jamais. Donc, c'est à nous, les exportateurs de services ou de produits, mais j'avoue que nous, les exportateurs de services, on a beaucoup de facilité. Je ne m'en flatte pas parce que mes gars, ils sont chez eux et ils livrent tous les jours comme avant. Par contre, les exportateurs de goods, de produits, ils doivent aider et se faire aider pour trouver des solutions éventuellement à l'extérieur et qui pourraient faire ce que l'État n'arrive pas à faire dans le temps imparti. Notamment tracking, notamment détection des marchés. Tu as parlé de la Chambre de commerce, mais moi, dans cet état des lieux, je vais dire que même le fonctionnaire de l'État n'est pas habitué à travailler hors administration. Donc, je préfère aller proactivement avec une semi-solution que lui, il valide. Je préfère aller avec un choix A, B, C et qu'il désigne lequel de ces choix lui va, plutôt que de lui dire résous pour moi la problématique. Et je ne sais plus, c'était quoi le troisième? Tu veux reprendre, Houda, pour continuer? Oui. Ne pas oublier un qui est très important et qui va sauver l'export. Je pense au Maroc, si c'est pris en compte. Ce qu'a dit tout à l'heure, c'est Brada, l'agilité. Donc nous, on est tous les industriels, exportateurs, on est des débrouillards. Mais il faudra donc qu'on use de notre capacité d'agilité pour nous adapter à ce qui va se passer. La donne va changer tous les jours. Tous les jours, on aura des nouvelles donnes, donc il faudra s'adapter. Mais pour pouvoir y arriver, il faudra que l'État nous aide sur les facilités administratives. Donc, si demain, on a une facilité administrative pour pouvoir produire de nouvelles choses, sans passer par des autorisations de je ne sais pas quoi, sans faire… Donc, les facilités vont nous permettre d'être agiles et de pouvoir sauver ce qu'il y a à sauver. Si on reste sur ce qu'on connaît comme blocage et comme, je dirais, lourdeur administrative pour tout ce qui est exportateur, que ce soit avec les administrations de la douane, avec les administrations sanitaires, l'ANSAR, les machins et tout ça, je pense additionné au challenge auquel on a à faire face, on aura beaucoup de mal à aller de l'avant. C'est Hamza, moi je veux… Houda, si tu permets, s'il te plaît, le point que vient d'évoquer Hamza, pour moi, est primordial. Pendant cette crise, l'administration a su se réinventer. Moi, ma crainte, c'est qu'ils soient tentés de revenir sur les anciennes pratiques et qu'ils vont nous empêcher de faire notre boulot et nous concentrer sur notre réinvention. On va être empêtré dans des problèmes administratifs que nous allons passer 80% à résoudre au lieu de passer 80% de notre temps à trouver des solutions et des clients et des choses comme ça. Donc moi, je dis, c'est un point primordial. Aujourd'hui, que l'administration fasse son travail, c'est tout à fait normal. Maintenant, elle le fait à distance. Moins on les voit, mieux c'est. Pour eux et pour nous. Parfait. Là, moi, j'avais noté par ordre de passage. Le premier, c'est développer effectivement l'agilité des entreprises et les segments différents pour pouvoir être plus compétitifs et aussi développer une certaine solidarité pour faire de la prospection et pour faire de l'investissement. Troisième point, c'était trouver des services comme le tracking, comme la bourse des offres qui seront portés par des startups locales qui font du sur-mesure ou peut-être régionales. Et quatrièmement, réduire l'impact de la bureaucratie et que de passer en dématérialisation, que ce soit au niveau régional ou que ce soit au niveau national, voire même international, avec, je sais que ça peut s'opérer sur certains secteurs, et donc de faire travailler d'inclure dans cette optique les chambres de commerce, les fédérations et autres personnes pour essayer d'accélérer cette dynamique de solidarité et d'efficacité des exportations. Vous avez tous parlé maintenant du consommateur. Nous, on exporte pour un consommateur, le consommateur qui va changer. On faisait beaucoup plus de vrac et de
hôtels et de services B2B. Maintenant, on sera sur du B2C. Et vous avez noté que le Maroc ou la région doit faire une offre groupée, solidaire, pour pouvoir avoir des coûts de logistique qui sont intéressants et pour pouvoir aussi aller sur des marchés où elle n'était pas, surtout que les TPO locales étaient, qui normalement vendaient sur le marché local pour des touristes, et les touristes, on n'en va pas en voir pendant quelques mois. Voire, je ne sais pas, je vais être plus. Sur aussi des recommandations qui a été notées, c'est de structurer un dépôt au niveau de l'aéroport de Marrakech pour pouvoir faciliter les exportations en cargo et voir la possibilité de faire un trajet direct entre Marrakech et des destinations à l'international. Donc, principalement, il y a aussi les subventions, l'implication de l'État pour pouvoir aider à sortir de cette phase et d'être plus compétitif à l'export, parce que l'industrie et l'export seront des vecteurs pour l'avenir. Si vous avez quelque chose à rajouter, oui, si je l'ai. Oui, j'ai juste une petite remarque. Je vais juste vous demander très vite, Jalal. Oui, rapidement. J'ai senti une certaine crainte vis-à-vis à l'implication du public. À mon avis, c'est une crainte qui ne sera plus d'actualité et qui ne sera plus justifiée. On est force de changement. Il ne faut pas craindre d'aller chercher le public parce que c'est la clé. Donc, veux pas, c'est la clé du passage à l'après-Covid. Merci. Parfait. Donc, sur ce... Ouda, je confirme, puisqu'il a pris juste 30 secondes, je confirme ce qu'a dit Jalal. Et je rappelle juste aux gens qui ne le savent pas, peut-être que je ne l'ai pas dit pendant cette séance, que ce hackathon lui-même, ces rencontres, cette stimulation a été demandée par le public. Et M. Louali qui nous a contactés, ça fait 2 jours, et qui a voulu que les gens qui sont capables de venir avec des choses nouvelles pour un monde nouveau viennent s'exprimer de manière intelligente, de manière construite. Et c'est un tout petit peu l'effort collectif qu'on est en train de faire ici. Donc, on n'a pas à avoir peur. Au contraire, on a cette obligation d'être force de proposition et d'être totalement disruptif s'il le faut. C'est offert. 2 secondes. J'ai zéro doute sur l'intention des patrons ou des grands décideurs. Le problème, c'est que c'est l'exécutif de l'administration essaye toujours de ramener les procédures à sa zone de confort. Et c'est ce que je dis qu'il faut absolument combattre, parce que ce n'est pas peut-être de mauvaises intentions, c'est beaucoup plus facile de faire ce que j'ai fait pendant 20 ans que tu viennes aujourd'hui parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Covid qui s'est invité chez nous, que tu vas lui trimballer sa vie. Point. On t'a bien entendu, Khoya. Tous les décrets que j'ai vus les 2-3 dernières semaines, toutes les décisions qui ont été prises, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure à Hassan, on va juste rapidement agir, rapidement proposer et être force de proposition avant que cette volonté et cette flexibilité s'estampent. Donc, la balle, elle est dans notre camp, je pense. Après, les Keigolof, le monde des startups, encore une fois, fail first. Essayons d'échouer le plus tôt possible. Essayons d'aller vers eux avec des propositions concrètes, conjointes, explicites, actionable, et on verra est-ce que ça marche ou pas. Merci à tous pour avoir participé à cette table ronde. Il y a une table ronde sur le tourisme juste après, donc il va démarrer dans 2 minutes. Merci beaucoup.